Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, j'accueille Jonathan Vidor de JV Web. Salut Jonathan. Bonjour François. Alors, je suis ravi de t'accueillir. On va revenir sur 20 ans d'entrepreneuriat, 20 ans que tu portes on peut plus l'appeler start-up, mais une belle PME digitale du tissu montpelliérain. Écoute, je vais te laisser te présenter, revenir sur ton parcours, puis revenir sur comment en 20 ans tu as transformé cette entreprise pour qu'elle soit toujours là et qu'on la connaisse tous. Alors mon parcours il se fait en deux étapes. La première étape, un peu avant JVWeb, c'est qu'en 1998, ouais, certains qui Ça nous écoutent remonte. n'étaient même pas nés. Je m'amusais pendant que j'étais au lycée à créer mes propres sites que je référençais ensuite sur Lycos, AltaVista, etc. À l'époque, Google Dont on ne n'existait parle plus pas. aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est ça, qui ont tous disparu. Google a mangé tout le monde. Euh, Ces sites-là parlaient de sujets perso que j'avais envie d'aborder, la téléphonie mobile, les sonneries logo, etc. Nokia 3310 pour ceux qui connaissent. J'ai mis des liens d'affiliation. J'étais rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires via d'autres sites. Ça a financé toutes mes études. À la fin 2002, quand j'ai fini mes études, j'ai déménagé du coup de Dunkerque à Montpellier D'accord? pour profiter du soleil en tant qu'affilié. Suite à ça, j'ai lancé JBub en 2004 parce que je me suis mis à faire du Google Ads. Avant, c'était surtout du référencement naturel. Référencement naturel, ça n'a pas besoin d'argent, tu n'as pas de frais. Mais en Google Ads, tu fais de l'achat-revente de médias. Et donc, j'ai créé une structure pour être un peu plus officielle, une URL. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. D'accord. T'as démarré tout seul avec des associés? Non, j'ai démarré tout seul puisqu'en fait, au lycée, j'étais tout seul. En 2004, j'avais besoin de personne pour être autonome sur ce business. Donc, j'ai démarré tout seul. Et comme mes études m'ont appris à faire du développement informatique, eh ben, j'ai allié en fait mon savoir-faire de développement informatique aux créations de sites, aux créations de campagnes sur Google Ads. Et c'est ça qui m'a permis de récupérer mes premiers clients. Parce qu'en 2004, attention, ça va choquer les oreilles, à l'époque, les gens ne traquaient pas les ventes qui étaient issues de Google Ads. Moi, avec mon savoir-faire tech, j'ai créé un premier outil qui permettait de connecter Google Ads au back-office des sites et de savoir quel mot-clé était rentable, quel mot-clé n'était pas rentable. Et grâce à cet outil, eBay est venu frapper à ma porte et m'a dit Jonathan, j'ai envie de bosser, faudrait qu'on bosse ensemble. Je peux te payer à la perf. Et en 2005, en étant tout seul, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec eBay. Voilà. Et c'était le début de l'histoire. C'était vraiment le lancement en fait de l'activité. Et aujourd'hui, on est 100 personnes, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait du référencement naturel, du Google Ads, du social ads, donc Meta, TikTok, etc. De la programmatique, donc c'est des bannières. Ça représente à peu près un volume de 500 clients et ça a de toute taille, de clients de 2-3 000 euros d'investissement par mois à des clients qui investissent jusqu'à 1 million d'euros par mois en médias sur Google, TikTok et Meta. Quand tu démarres en 2004, tu parles de tes études d'informatique, t'as fait quel de cursus? J'ai un DUT télécommunications et réseaux, donc On est c'était le début deux. de téléphone portable. Pardon? On est deux. Ah, Euh, c'est vrai, ah génial, tu l'as fait voilà. où? Ah, moi, j'ai fait à Sophie Antipolis. Ok, ben moi je l'ai fait à Béthune, donc dans le nord, donc Euh, voilà. T'as fait le plus au sud, j'ai fait le plus au nord. Euh, et du coup, bah, tu connais ce diplôme, mais ça apprend à faire un peu de code, à faire un peu du réseau, même si ça je me suis pas trop servi. Ça permet aussi de faire pas mal de mathématiques, donc pas mal d'algorithmes. C'était très utile pour la suite par rapport à la partie Google Ads. Comment tu trouves tes premiers clients? Parce que, par contre, le DUT Télécom Réseau ne t'apprend pas à trouver des clients. En fait, c'est les clients qui sont venus à moi, puisque quand j'ai fait mes sites internet et que je les ai référencés, comme ils prenaient les premières places sur Lycos, puis ensuite Google, les gens me disaient, bah, Jonathan, bonjour monsieur, je voudrais mettre de la publicité sur votre site, en fait. Donc, du coup, D'accord. c'est les gens qui m'ont contacté, c'est l'inverse, en fait. Et ensuite, j'ai fait des sites dans le voyage. Et pareil, là, c'est des plateformes d'affiliation, Trade Doubleur, Zanox, etc., où j'allais directement sur les plateformes pour sélectionner les sites avec qui j'avais envie de bosser, avec qui j'avais envie de renvoyer une partie de mon trafic. Puis ensuite, c'est le bouche à oreille. En Hum. 2000, maintenant, le digital marketing, c'est toujours un petit monde, mais en 2005, c'était un micro-monde. Et quand quelqu'un réussissait bien dans un des points, bah, ça, le nom tournait et puis les gens appelaient pour bosser avec moi, quoi, en fait. Comment t'es passé de une personne à 100 personnes?
Est-ce que du coup, tu nous as dit que eBay avait été ton premier gros client qui t'avait permis de faire 1 million de chiffre d'affaires seul. Du coup, tu t'es pas arrêté en fait à ce client-là. Comment tu as structuré, que ce soit tes ventes, tes opérations, ta tech? Alors, il y a eu plein d'étapes en 20 ans. Au début, quand j'ai commencé, j'avais pas, comme on a vu, pas de diplôme de management, pas tout ça. Donc, j'ai commencé à recruter en 2006 et j'ai recruté D'accord. un peu au hasard, sans process d'intégration, sans rien, sans savoir-faire. Bon, ça a quand même marché, hein, puisque la boîte est toujours là, mais c'était un petit peu chaotique. On était quelques personnes, donc c'était assez facile. Tu as une prise directe avec tout le monde au début. Pour moi, ça a commencé plutôt à se complexifier quand on a dépassé le cap des 10-15 personnes, parce que sans savoir-faire, sans process, à 10-15, tu n'arrives plus à discuter avec tout le monde. Donc tout le Mmh. monde n'a plus le bon message, tout le monde n'a plus le savoir-faire, tout le monde n'a pas forcément ce que tu essayes de faire dans la boîte, comment tu essayes de réussir. Et c'est là où les ennuis ont commencé. Et là, j'ai suivi quelques formations en management qui m'ont appris quelques trucs. Et ça s'est développé comme ça sur le terrain. C'est quoi les premiers recrutements que tu as fait? Il y avait c'était des clones de toi pour plus vendre, ou c'était des gens qui palliaient des choses que tu ne savais pas faire? Non, c'était des gens qui étaient plutôt... C'était des account managers qui connaissaient rien au digital, mais que je formais sur 2, 3 gestes hyper spécifiques et qui répétaient ces gestes à longueur de journée, en fait. Voilà. Comment optimiser les mots-clés sur Google. J'expliquais pas tout, j'expliquais juste 2, 3 astuces et ils répliquaient ces astuces toute la journée. Parce que moi, vendre, c'était pas un souci puisque les prospects affluaient. Je répondais même pas 1 fois sur 2 au téléphone. C'était... Et, euh, et tout ce qui est facturation, tout ça dans le digital, c'est facile, le suivi, etc. Donc le point dur, c'était juste de gérer les campagnes publicitaires. Et par exemple, pour mon premier recrutement, j'ai recruté quelqu'un qui parlait espagnol, parce que eBay voulait ouvrir le marché espagnol avec moi. Et Mmh. j'arrivais pas à choisir entre les 2 profils. Du coup, j'ai embauché les 2 personnes. Ce que je ferais plus maintenant, mais juste pour donner mon niveau d'incompétence, si je puis dire, à l'époque. Bon, ça a quand même marché, mais voilà. Donc ça, ça s'est fait vraiment sur le tas. OK. Et alors de 15, derrière, passer le passage de 15, tu as mis quoi comme process en place? J'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai créé des procédures. On a créé des bases de référence dans Google Doc, nous à l'époque, en disant s'il se passe ça, tu fais ça. S'il arrive ça, ça se déroule comme ça, etc. Ça a permis de continuer à grossir. Mais en 2016, donc la boîte avait 12 ans, on devait être une 30, quarantaine de personnes, quelque chose comme ça. Là, ça commençait à devenir compliqué parce que ces process, en fait, en faisant ça, t'encadres les gens, donc tu les aides un peu au début, mais après, tu les enfermes et ils suivent le process. Et ils pensent plus aux clients. Et à ce Mmh. moment-là, en 2016, le digital avait changé. En Complètement, ouais. 2006, personne connaissait. Donc en fait, en faisant 3 clics, tu passais pour le roi du monde. En 2016, il y avait de la concurrence, les clients étaient exigeants, ils demandaient du retour sur investissement sur les campagnes, ce qui était normal, mais ils demandaient aussi du suivi à l'oral, de l'accompagnement. Donc en fait, satisfaire un client dans le service, c'est pas facile. Donc, du coup, ces procédures qui disent, s'il se passe ça, tu fais ça, ça marche pas. En fonction, c'est François qui a un client qui est une start-up, une scale-up, une PME, un grand groupe qui soit rentable, pas rentable. S'il vend 20 produits, s'il en a 2000, en fait, ça marche pas pareil. Donc, du coup, ces procédures qu'on a mis en place commençaient à nous peser tous. Et mes account managers me disaient, moi, j'ai suivi le process, c'est pas ma faute. Voilà. Et à ce moment-là, j'en avais un peu marre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, on n'est plus en phase de réussite. À chaque fois que j'embauche une personne, à chaque fois que je récupère un nouveau client, je me ramène trop de problèmes. La boîte était rentable, donc c'était pas un problème d'argent, et je me suis dit, j'arrête de grossir. Donc 2015-2016, on prenait plus aucun prospect quasiment. Parce que à chaque fois qu'on en prenait, c'était juste des emmerdes en plus pour moi à la fin de la journée. Et puis en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer, de partir au G20 des jeunes entrepreneurs Mmh. avec Benoît, qui dirige une boîte qui s'appelle Théodo. Et Benoît, durant ce voyage, on a pas mal parlé. L'Australie, c'est loin. On avait du temps sur place. C'était au mois de juillet en plus, donc il y a moins d'activité. Et il m'explique comment lui, il réussit. Et j'avais l'impression que c'était super facile. Et il allait beaucoup plus vite que moi. Et Benoît fait du développement informatique. Et je me dis, bon, ok, Benoît a l'air super malin, mais sa méthode a l'air super intéressante.
Et sa méthode, c'est le lean management. Euh, je me suis dit, tiens, Benoît, est-ce que tu n'as pas un bouquin à me conseiller? Il me conseille un livre, je le lis et j'en dors plus de la nuit. C'est-à-dire que si je lisais le livre après 15 heures, j'étais tellement excité, je trouvais ça tellement génial ce qu'il y avait dans le bouquin que toute la nuit je cogitais, je cogitais, je cogitais, je cogitais. J'ai rencontré Régis Medina qui a écrit le livre. Il y a eu un match direct entre lui et moi. Ce qu'il me proposait, je trouvais ça tellement logique et facile. Et je me suis dit, bah, je vais essayer dans le JVM. Et C'était quoi le nom du c'est la livre? deuxième. Pardon? Le nom du livre, c'était quoi? Le livre, c'était le Lean dans la IT. Mais D'accord? attention, ce livre a été réécrit. Donc maintenant, le contenu est plus identique. L'équivalent, c'est Learning to Scale. D'accord? C'est un livre bleu. Euh, et en fait, ce livre vous montre en fait des situations et des méthodes et comment ça fonctionne. Voilà, c'est très simple à lire. C'est accessible vraiment à tous les entrepreneurs. Et du coup, on se dit, mais c'est génial. En fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait, d'arriver à scaler. Voilà, en appliquant ces méthodes. Et du coup, depuis 2016, on essaie de générer la boîte, que ce soit sur la production, les RH, la finance et l'ensemble de la société, en fait, en appliquant les principes du Lean qui sont assez simples. C'est TPS, Toyota Production System, c'est eux qui les ont inventés, mais c'est surtout en fait Thinking People System. Donc en fait, les process sont les problèmes, les gens sont la solution en fait. Et du coup, ça veut dire donner de l'autonomie aux gens et arrêter de les obliger à faire du reporting pour le management. En fait, on diminue fortement le top-down et en fait, on se base plutôt sur ce qui se passe sur le terrain. À cette période, t'as pas été un peu tenté de vendre alors que tu avais des concurrents comme Hudson Wall et Advisor qui s'étaient vendus? Et si, hein, j'ai regardé, hein, j'ai même reçu une offre. Les fonds d'investissement à l'époque m'appelaient déjà tous les mois. J'ai reçu une offre, mais pas une LOI, mais une pré-LOI, en fait, une discussion un petit peu, et les montants a été intéressants. Et s'il n'y aurait pas eu Lean, c'est sûr que j'aurais vendu. Puisqu'en fait, avec cet argent, ça m'aurait permis de m'arrêter de travailler pendant un bon moment, et puis après de me relancer sur un projet. Mais comme le Lean, en fait, a fortement fait baisser ma charge mentale personnelle en quelques mois, ça m'a redonné de l'énergie pour redévelopper la boîte et pour prendre du plaisir au quotidien. Est-ce que dans toute l'histoire de JV Web, il y a eu des profils que tu as recrutés qui ont été structurants dans l'aventure? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Alors, il y en a eu plein en fait, mais je peux pas parler de tout le monde. Pour moi, il y en a eu quatre. D'accord? Je peux pas en donner qu'un. Le premier, ça a été la partie support, donc DAF et RH, qui ont beaucoup aidé le développement de l'entreprise parce qu'on est un business people. Et moi, mon savoir-faire RH était très limité. Et du coup, à 40, 50 personnes, bah, on se rend pas compte que les gens, les nouveaux, quand on est 50 personnes, m'appelaient monsieur la première fois qu'ils venaient dans mon bureau. Je dis, bah, on peut se tutoyer, hein. On va s'appeler par nos prénoms. Et bien, en fait, je me rendais pas compte que du coup, ils pouvaient pas forcément tout dire à la direction, etc. Le fait d'avoir un RH, bah, ça a eu une autre oreille, une autre écoute, quelqu'un qui était beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus compréhensif, qui comprenait plus ce qui se passait vraiment. Et ça a été game changer. La partie DAF, pareil, c'était sur un gain de temps en fait voilà. Donc ça, c'était pour moi. Pour les équipes et les clients, il y a eu deux aides qui a eu lieu. Le premier, c'était Émeric et Nicolas en fait qui sont les directeurs de production qui du coup étaient vraiment là pour les aider au quotidien, les supporter, les aider à régler leurs problèmes. Et puis, bien sûr, le côté lean, en fait, avec Régis, qui aidait, en fait, tous les gens que vous avez cités à réussir au quotidien. Donc, c'était vraiment ces 5 profils qui ont permis la réussite, ouais, qui ont vraiment permis de changer le quotidien de tout le monde. Et Régis Medina, il vous a accompagné? Ça s'est passé comment en fait pour cette mise en place du Lean? En fait, Régis nous accompagne toujours à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Au début, c'était 3 jours tous les 15 jours. Ensuite, on est passé à 2 jours tous les 15 jours, puis 2 jours par mois. Et maintenant, depuis 4 ans, c'est une journée par mois. D'accord. Et Régis vient à Montpellier une journée par mois. En Et, fait, comment ça se passe concrètement, il fait quoi? l'accompagnement dans le lean? Ouais. Il vient pour aujourd'hui encore auditer, pour donner des conseils, ça se passe comment? Déjà, comment c'est mis? Ni auditer, ouais, ni auditer, ni donner des bons conseils.
En fait, on va sur le terrain, donc on regarde ce qui se passe. Donc, aller sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut partir d'un email de réclamation d'un client. Ça veut partir d'aller voir un team leader et de regarder c'est quoi ses problèmes de la semaine, comment il essaie de diriger son équipe de 5 personnes, sur quoi il se base, comment il avance. Et c'est pas de la théorie. On essaie vraiment de rester dans la pratique du quotidien. Et Régis, du coup, dans la mise en place, bien sûr, il y a des choses à savoir dans le lean. Il y a quelques concepts. Donc, il y a un peu de théorie au début. Mais ça, c'est 2 ou 3 jours. Après, on va vraiment sur le terrain, en fait, voir ce qui se passe. Et c'est là, en fait, quand je suis allé sur le terrain, où je me suis rendu compte que nous, on décidait en codir, c'était des conneries qu'ils faisaient chez les gens et qui les aidaient pas au quotidien et qui leur complexifiaient la vie. Et nous, on disait, bah oui, c'est facile. Quand on gère les currencies, donc les monnaies, parce qu'on on fait de l'euro, mais on fait du pounds, et, du zloty, etc., etc. Bah, les monnaies, c'est facile, ça se gère comme ça. Bah, quand on allait se rendre compte sur le terrain, en fait, on se rendait compte que nos choix étaient mauvais. Et ça m'a beaucoup appris sur le fait qu'il fallait écouter les équipes. Et au-delà d'écouter les équipes, il fallait aller se rendre compte de leur quotidien et de leurs difficultés qu'ils vivaient. Voilà. Et ça, c'est beaucoup ce que Régis m'a appris en me disant, Jonathan, sors de ta tour d'ivoire. Alors, en sachant que je ne pensais pas y être du tout, hein, parce que j'étais à l'écoute. Ma porte de mon bureau est 100% vitrée. Ma porte est ouverte quasiment toute la journée. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça que les gens viennent te voir. Ou quand ils viennent te voir, c'est que c'est trop tard. Et c'est au rôle du dirigeant et du codir d'aller plutôt tous les jours. Alors moi, c'est plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Une demi-heure à 1 heure sur le terrain, plus ou moins au hasard, et de voir ce qui se passe. Pourquoi en plus c'est encore plus important dans le digital, ou chez ceux qui sont derrière un ordinateur. Je sais pas, François, tu as déjà visité une usine? J'ai grandi dans une usine, mais pas depuis récemment, j'en ai pas revu. Ouais. Ok. Bah, ce qui est génial dans une usine, c'est qu'il y a du bruit et ça bouge. Donc s'il y a un problème dans une usine, soit la machine fait du son, soit il y a une lampe qui clignote, soit en fait tu vois les matières premières qui arrêtent de bouger. Donc tu vois tout de suite qu'il y a une panne ou qu'il y a un problème. Dans le digital, moi, depuis mon bureau, je dois avoir une quinzaine, une vingtaine d'écrans. Donc je vois des Google Sheets, je vois des interfaces Google Ads, Meta Ads, mais ça ne veut pas dire que mes personnes derrière les écrans, en fait, sont en train de réussir, hein. Peut-être que ça fait 2 heures qu'elles sont bloquées sur l'interface Google Ads et qu'elles savent pas quoi faire. Là, du coup, dans le digital, le fait d'y aller et d'aller avec eux, déjà, eux, ils se disent, putain, c'est génial, Jonathan, qui a d'autres choses à faire, il s'intéresse à ce que je fais puisqu'il regarde et il passe du temps. Et je pose pas de questions, je les emmerde pas, hein, je regarde, en fait. Et il y a quelques questions à la fin, parce que souvent, c'est même eux qui en ont, parce qu'ils ont envie de voir ce que j'ai pu voir. Mais en fait, de voir vraiment, et c'est là où je me rends compte que ce qu'on avait décidé sur les monnaies, c'était au tout début, en fait, ça marchait pas du tout. Et que ça leur prenait 2 heures, alors qu'il y avait une façon beaucoup plus simple de le faire, et qui était la façon dont ils faisaient, en fait. Voilà. Donc, Cette révolution, tu as dit qu'elle était venue de l'externe. Est-ce qu'en interne, il n'y avait pas déjà des signes que tu n'avais pas vus ou que tu n'avais pas voulu voir? qu'est-ce que tu veux dire par signe? Est-ce que dans les équipes, il n'y avait pas des personnes qui manifestaient ou une certaine lassitude ou une certaine comment dire frustration par rapport à la façon de faire, ou même que on va dire un indicateur que tu suivais peut-être pas. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un turnover à l'époque qui aurait Le pu NPS, ouais. indiquer? Euh, oui, le turnover a baissé depuis. Effectivement, hein, les gens restent 9 mois de plus. Alors, 9 D'accord, mois de plus, ça peut paraître peu, mais les secteurs digital, c'est des gens qui sortent de l'école, qui c'est reçoivent énorme. une offre d'emploi toutes les 2 semaines. Donc, chez nous, il reste quasi, enfin, entre 3 ans et demi et 4 ans selon les années. Chez nos confrères, c'est plutôt 2 ans et demi le turnover de ce qu'on en sait. Voilà. Et à l'époque, nous, on était dans les 2 ans et demi. Euh, Donc effectivement, mais le turnover dans nos métiers, il est tellement fréquent que c'est difficile à le mesurer. Par contre, le meilleur compliment que j'ai eu, c'est quelqu'un qui nous a quittés, qui est parti bosser ailleurs pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il nous a rappelé pour bosser avec nous, en fait. Et il nous a quittés juste au tout début du lean. Entre-temps, la boîte avait dû faire 4-5 embauches, et quand il revient, il bosse avec nous, et là, il me dit, Jonathan, c'est dingue, vous avez un peu grossi, la boîte est beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple que quand moi j'étais là. Et ça, c'était le meilleur compliment qu'on pouvait me faire à ce moment-là, parce que c'était quelqu'un de l'extérieur, mais qui nous connaissait, et donc qui pouvait voir que vraiment il y avait eu des changements et des impacts en fait sur les gens. Euh, donc, donc voilà, donc oui, il y avait sûrement des indicateurs,
mais en fait, tu t'en rends pas compte. Comme tu es à fond dans le business, tu es à fond au quotidien, oui, il y a des gens qui partent, oui, il y a des gens qui ont des problèmes, mais au final, tu te dis, bah ouais, mais c'est normal d'avoir des problèmes. Bah, c'est normal d'avoir des problèmes, mais sans le lean, moi, je cherchais des solutions. Vas-y, fais ça, regarde, ça va te solutionner ton problème, ça va te solutionner le truc. Alors que maintenant, quand on vient me voir, je fais, mais en fait, c'est quoi la cause du problème? Et en fait, si tu arrives à résoudre la cause, le problème revient pas, ou peu, ou moins souvent. Tu vois? Et en fait, le fait d'avoir fait travailler ça, ben, en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à se caler, puisque un de nos problèmes types dans notre métier, c'est de gérer les budgets des annonceurs. Je vais prendre un annonceur, il a 3 000 euros par mois à investir, 100 euros par jour sur Google. Bah, bien sûr, Google n'investit pas 100 euros par jour. Des fois, il va dépenser 60, puis après, il va passer à 120, etc. On va arriver le 28 du mois. Des fois, on a dépensé les 3 000, et des fois, on a dépensé que 1 000. Ça, c'est un problème qui est très dur à craquer chez nous, en fait. Et avant, bah, on cherchait plutôt une solution. On a cherché les causes, on a vraiment travaillé dessus. Et maintenant, je dirais pas qu'on gère les budgets parfaitement, parce qu'il y a toujours des erreurs, mais c'est 10 fois moins fréquent qu'avant. 10 fois moins fréquent qu'avant veut dire mieux pour nous, mais pour la boîte. Mais c'est pas ça l'intéressant. C'est que c'est beaucoup mieux pour les équipes. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de stress. Parce que à l'époque, tu as déjà dû travailler avec une agence, hein, mais si ton agence dépasse ton budget, le client est vénère. C'est une des premières causes de résiliation en fait dans une agence. Bah voilà. Et nous généralement, bah, faut qu'on rembourse en plus. Donc c'est une perte de charge pour tout le monde. Donc du coup, les budgets, ça les stressait. Et tous les jours, ils allaient voir, ils allaient passer des heures dessus, ils allaient tout vérifier. Bah ça, en fait, moins de stress pour les équipes veut dire ensuite moins de turnover à moyen terme, en fait. Puisque du coup, bah, ils sont plus à l'aise dans leur quotidien, ils savent quoi faire, ils savent dans quelle situation. Nous, on essaie de leur apprendre qu'eux-mêmes soient autonomes et qu'ils se rendent compte s'ils sont en train de réussir ou de pas réussir au quotidien, en fait. On évite, on n'a quasiment pas de contrôle parce qu'en fait, on fait de l'autocontrôle, en fait. Voilà. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont un doute ou qu'ils sont plutôt en train de partir dans la mauvaise direction, c'est là où ils appellent à l'aide de leur team leader et leur team leader a du temps pour les débloquer et les aider à réussir. Ça, c'est une sacrée culture d'entreprise. Il y a d'autres choses qui caractérisent la culture d'entreprise JV Web? Oui, enfin, il y en a plusieurs, on essaye de faire des optimisations permanentes. C'est-à-dire qu'on donne un cadre où chacun est autonome, mais chacun améliore sa façon de faire. Et si quelqu'un trouve une bonne idée, il ne doit pas la garder pour lui. En fait, on a des méthodes pour diffuser un nouveau savoir-faire ou une bonne idée à tout le monde. Donc, vraiment, c'est cette optimisation permanente. Ce qui fait que si François, tu viens passer une semaine chez nous et on te dit, on fait comme ça, tu reviens 6 mois après, il y a sûrement 10, 15, 20% qui aura changé. Mais c'est pas fait avec la direction, hein. C'est que chacun peut donner ses idées. Et après, les autres sont plus ou moins libres en fonction de l'idée de l'appliquer. Si vraiment l'idée est géniale, nous, on va inciter pour que les gens le fassent. Mais 9 fois sur 10, les gens le prennent parce qu'ils pensent que vraiment c'est une bonne idée. En fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette optime permanente. Et le Et comment deuxième, comment vous faites pour la diffuser, cette optimisation permanente? Quand on est 100 personnes, j'imagine que vous n'êtes pas tous les uns à côté des autres, et on reviendra dessus. Mais c'est pas qu'une culture de l'oral, c'est pas qu'une culture de la pratique. Comment on généralise en fait cette pratique? on a 3 niveaux de routine. Le premier, c'est que tout notre savoir-faire, il est écrit. On a une personne à mi-temps sur toute l'entreprise qui va mettre à jour son savoir-faire. Donc, quand les gens pensent qu'ils ont une idée qui est intéressante, ils prennent l'endroit du savoir-faire et ils mettent un commentaire. Donc, et Colin est là pour traiter ce commentaire, en allant discuter avec les gens. Donc, ça, c'est la première routine. La deuxième, les gens ont une weekly dans leur équipe où chacun, on va parler des clients, mais on va aussi montrer les petites améliorations que chacun a fait. Et si l'équipe trouve que c'est bien, déjà, il y a 4 personnes, 5 personnes en plus qui vont se mettre à l'utiliser. Ensuite, pour les améliorations un peu plus conséquentes, Colin peut décider que tout le monde doit être formé. Donc, dans Google Ads, par exemple, il y a PMax. C'est le sujet depuis 2 ans. Tout le monde ne parle que de ça chez nous, enfin, sur le marché. Et tous les quasiment un mois et demi, on reforme tout le monde à PMax. Tellement il y a eu de changements réguliers, en fait. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'on a une réunion mensuelle où il y a toute la boîte. Et moi,
je présente de 2 à 5 améliorations que les gens ont fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une idée, qui nous dit comment ça se passait avant, comment ça se passe après, quel est le gain en confort, en délai ou en qualité, qualité pour le client et qualité pour la M, et on montre le résultat qu'il y a eu en fait. Donc là, je fais briller les gens, et ça, j'en ai entre 2 à 5, parfois même 6, à montrer, quel que soit le service. Donc ça peut très bien être de la production Google, du SEO, mais ça peut être du support informatique où on a fait une amélioration sur la gestion de notre parking. Donc il n'y a pas de petites améliorations. Et là, du coup, les gens brillent, ils sont assez contents d'eux, ils sont assez fiers. C'est une petite feuille A4, hein, donc c'est 10 minutes pour eux pour le faire. Et voilà. Et c'est cet enchaînement-là qui fait que les gens ont envie d'en faire parce que ça marche et parce qu'ils ont envie de décider pour eux-mêmes et pas que quelqu'un leur impose, en fait. Voilà. Je t'ai coupé quand tu Ça allais répond, ça parler répond. quand tu allais compléter la culture d'entreprise JV Web. Il y a d'autres points? Oui. Le deuxième point qu'on a, c'est un point bateau, je suis désolé, mais c'est satisfaire les clients. Quand je dis satisfaire les clients, normalement, on demande une note orale au client d'une fois par mois et une fois par trimestre en fonction de la taille du client. Ouais, ça peut être 6 mois pour les tout petits clients, mais sinon c'est une fois par mois et une fois tous les 3 mois. Mais au moins ça à l'oral. C'est pas un NPS envoyé par mail Hum. sur lequel voilà. Nous, ce qui nous intéresse quand on a ce feedback, c'est pas tellement la note, c'est le feedback qui va avec. Et ce feedback, en fait, il est parlé dans les weekly d'équipe où ils sont 5. Et ce qui intéresse là, c'est qu'est-ce que j'ai appris de mon client et comment je peux m'en resservir éventuellement pour mes autres clients, en fait. Et du coup, bah, là, ils s'aperçoivent que Jacques ou François ou Lionel, qui les trois vendent le même service, bah, attendent pas la même chose. Certains aiment les gens qui parlent pas beaucoup. Certains aiment les gens qui préparent très longtemps les slides, qui expliquent pourquoi, comment ils le font, etc. Et en fait, du coup, bah, ils se rendent compte que satisfaire un client, c'est de la personnalisation et qu'il n'y a pas que les retours sur investissement des campagnes. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup. Je sais que c'est bateau dans le service de dire ça, mais nous, c'est un vrai savoir-faire. Et lié à ça, quand le verbatim est mauvais, on déclenche chez nous ce qu'on appelle une résolution de problème. Et là, on fait problème, cause, contre-mesure. Et est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Cette méthode, on l'applique depuis le Lean, en fait. Les gens sont autonomes dans mon équipe et souvent, il y a le team leader qui vient aider pour le faire. Et ça, c'est vraiment une de nos cultures parce qu'on parle tout le temps des problèmes chez nous. On n'est pas une boîte de communication où on se met en avant en disant, ouais, il y a tout qui roule et on plante les problèmes sur le tapis. Nous, en interne, je pense que un tiers de nos meetings parle des problèmes qu'on rencontre et que c'est quoi les causes et comment et quelles sont les contre-mesures à appliquer, en fait. Mais du coup, c'est génial parce que, bah, en fait, ça fait évoluer la boîte tout le temps et il n'y a pas un problème qui arrive, qui est un jour tellement gros qui pète et qui fait des démissions. Normalement, les problèmes, on est censé, je dis bien censé parce qu'on n'y arrive pas à chaque fois, mais les killer avant ou fortement les réduire, en fait. Voilà. Donc, cette culture de satisfaire les clients en résolvant les problèmes externes, internes. Merci pour ce détail. Enfin, tu nous as dit qu'il y avait le cap des 10-15 salariés, puis après le cap des 30-40 salariés dans lequel tu as mis le lean en place. C'est quoi les caps suivants que tu as traversés? Ben, c'est maintenant. Euh, c'est maintenant parce qu'avec un bureau en France, un bureau en Angleterre, on a eu aussi également un bureau en Chine, mais c'était un peu particulier. Parce que la Chine, du coup, avec le fort décalage horaire, les rythmes de travail, les façons de travailler, c'était bien différent. Mais là, c'est maintenant, en fait. Comment on garde cette culture lean en grossissant de l'amélioration permanente et de la résolution de problèmes, en donnant l'autonomie aux gens et aussi en le faisant comprendre à des gens dont ils ne parlent pas la même langue native, maternelle que toi. Je maîtrise un peu l'anglais, enfin, je me débrouille en anglais, mais je suis pas assez fin pour avoir des discussions aussi avancées. Donc, comment on arrive à se caler ça dans un groupe multilingue? C'est vraiment la problématique du moment, en fait. Voilà. Ces bureaux étrangers, il y en a un, je sais, qui arrive suite à une acquisition. Comment tu pars en fait dans cette décision de grossir par croissance externe? 2 points qui nous ont aidés. Le premier, c'est que j'ai fait rentrer un fonds d'investissement il y a quelques années. Et ce fonds, bah, les fonds, ils aiment bien les build-up. Ils aiment bien racheter d'autres boîtes, en fait. Et après quelques mois avec nous, ils se sont rendus compte que la boîte tournait bien, que nos process, qui ne sont pas des process du coup grâce au Lean, fonctionnent bien et permettent de dégager du temps aux dirigeants, donc moi, pour faire des acquisitions.
Donc on s'est dit, bah tiens, regardons ces acquisitions en Europe, et on a eu une opportunité en Angleterre. Là, au-delà, le fonds a vraiment aidé parce qu'il a mis en, mis en, mis en branle-bas de combat en fait les sourcings. Ensuite, il y a eu la phase d'analyse. Et là, il y a les analyses métiers, c'est moi, mais il y a également les analyses business, légales, réputationnelles. Ça, c'est le fond qui connaissait tout ça. Il y a eu aussi la phase de négo. Bah là, c'est aussi le fond en fait qui va négocier. Il me dit ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça on achète. Donc et surtout on a acheté à l'étranger, donc ça complique encore un petit peu les critères. Rien que moi, je connaissais pas d'auditeur en Angleterre ou d'avocat en Angleterre pour rédiger les contrats. Hein. Voilà, du deal. Donc voilà, donc sans le fond, j'aurais jamais fait de rachat en fait. Voilà. Et après, il y a eu la phase d'intégration de la boîte OCR chez nous. Euh, et là, le fonds a aidé, mais beaucoup moins. On va dire qu'au bout d'un moment, on n'avait parfois plus forcément besoin d'eux et que c'est eux, entre OCR et nous, qu'on a réussi à les intégrer. Et on a réussi à les intégrer grâce au Lean, parce que du coup, on leur a montré nos méthodes de travail, en fait. Voilà. Donc, voilà, le fonds a aidé. Et après, c'était aussi l'envie de notre côté, puisque j'ai tout de suite fait, rapidement après la création de J-Web, de l'international. Et j'ai eu envie de découvrir ce que c'était de bosser dans une autre langue, bosser avec des clients complètement différents. On a une filiale en Suisse. Hein. La Suisse, c'est pas le même pays, donc c'est pas les mêmes points de satisfaction, c'est pas le même point de critère. Mais c'est un bureau qu'on a créé et ça reste francophone sur notre la zone qu'on adresse nous principalement. Donc c'était pas aussi savoureux que d'essayer de faire une acquisition, si je puis dire. Qu'est-ce que tu retiens justement de l'aventure internationale? Tu nous as dit que la Chine, ça avait été un petit peu compliqué. La Suisse, ils utilisent les mêmes mots, mais les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. C'est quoi tes grandes leçons sur l'international de ton côté? Et quels sont les grands risques que tu as identifiés quand tu es parti à l'international? Le grand risque que j'avais pas identifié, désolé, c'était la mécompréhension, même si on parle tous les deux anglais. Le fait d'avoir une culture euh, de pays, en fait, là, c'est même pas de personnes, hein, c'est de pays différentes, bah, une situation que toi tu peux juger ok, la personne peut la juger pas bonne, en fait, et inversement, en fait. Donc ça a été ça au début, le plus grand écart, on a dû apprendre à se parler et à se comprendre, parce qu'on arrivait à se parler, mais en fait, on voyait pas qu'on disait pas la même chose, en fait. Donc ça a été le plus dur, et après, on a fait une petite acquisition en France, on a eu ça aussi, mais en 10 fois moins. Le fait que ça soit pas la même langue, ça a vraiment été énorme. J'ai appris, moi, par exemple, parler avec pas mal de gens de chez Swag qui ont créé des bureaux soit chez TID, soit chez Swag à l'étranger. Et eux, ils m'ont dit, bah, nous, on prend toujours un directeur général qui est français et qui habite dans le pays depuis plusieurs années. Parce que au moins, il a cette double culture. Donc, vraiment, le point le plus dur, c'était ouais, c'était cette culture, ouais. Le fonds t'a accompagné sur la vision internationale ou c'est toi qui l'as construit tout seul? On l'a co-construit avec eux. Moi, je racontais ce que j'avais envie de faire. Et eux me disaient, est-ce que ça crée de la valeur ou pas de la valeur pour le groupe, pour le projet, et est-ce que ça paraissait cohérent pour un éclaireur potentiel dans quelques années. Mais l'avantage, c'est qu'on est dans le marketing digital et que tant qu'on reste dans nos métiers et qu'on est dans les pays d'Europe de l'Ouest, ça semblait assez cohérent et c'était toujours possible de trouver un nouvel acheteur dans quelques années. J'ai eu cette Toi, chance. pour partager avec tes équipes, en dehors du Lean, est-ce que tu as travaillé un plan de développement stratégique que tu as formalisé, que tu leur partages et que tu leur mets à jour, ou c'est quelque chose qui est plutôt dans ta tête et dans celle de ton comité exécutif? Excellente question, parce qu'on a beaucoup débatté de ce sujet avec le CODIR justement. On essaye de le faire à deux niveaux quand on communique, quand on travaille ensemble avec le CODIR et ensuite quand on travaille avec les équipes. On fait ce qu'on appelle nous l'hélicoptère. Mhm. Donc l'hélicoptère, c'est bâtir le projet à 3 à 5 ans. Au-delà, Mhm. dans le digital, c'est assez complexe. Et quand on redescend l'hélicoptère, bah, c'est quoi les problèmes du quotidien en fait. Donc en CODIR, on fait les deux. Et avec les équipes, c'est plutôt une fois par an. On voudrait le faire deux fois par an, mais on le faisait plus souvent avant. Mais il s'est passé un truc, c'est que quand on se projette à 3 ans, on sait très bien que c'est une projection et qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et qu'il y a des fois des choses qui sont impossibles, enfin, qu'au final, on deviennent impossibles à faire. Et on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de déceptions dans les équipes.
Ah tiens, on va se dire qu'on va ouvrir un bureau en Allemagne. Il y a des gens qui se projettent, qui se disent qu'on va faire ça et tout. Puis au final, parce qu'on n'arrive pas à faire d'acquisition en Allemagne, on n'a pas pu le faire. Et du coup, ça leur laisse parfois un goût amer aux gens des équipes. Pas au Codir, parce que Codir, ils se sont rendus compte, ils ont essayé avec moi. Hum. Et donc, du coup, on essaye de faire attention quand on fait l'hélicoptère, on le fait presque à deux niveaux. Le niveau Codir qui est complet et le niveau qu'on transfère aux équipes où on fit certaines informations pour éviter les déceptions, si je puis dire. Ah, approche intéressante. Tu as aussi levé 25 millions d'euros. C'était de ma mémoire juste après le Covid. Comment tu as géré cette levée de fonds de ton côté? Alors, c'était pendant le Covid encore, on était encore dans le Covid, on avait fait c'était en 21, donc au tout début de 21. En fait, ça s'est fait au moment où moi je me suis dit, je veux faire des acquisitions à l'international, et je me suis rendu compte que seul, j'y arriverais pas. C'est trop complexe en fait. Et même en France, je me suis dit que j'y arrivais pas. Et je me suis dit, soit je me fais aider de cabinet, mais les cabinets, comme souvent ils ont success fees, ils ont tout intérêt à ce que je fasse une acquisition, même si c'est pas la bonne. Alors qu'un fonds, comme il prend du capital, ben, on est aligné en fait. On est pari passu, comme ils disent, on est aligné dans les intérêts. Si ça marche pas, bah ils vont se le prendre dans les dents comme moi en fait. Donc c'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai fait rentrer un fonds. Et la deuxième aussi, je me suis dit que qui mieux si un jour je veux faire une sortie, qui mieux que s'il y a un fonds qui va arriver à faire augmenter la sortie, habillé à la mariée si je puis dire, parce que bah il sera aligné comme moi dans mes intérêts en fait. Donc je me suis dit, rentrons un fonds. Et la chance que j'ai eue, euh, euh, enfin la chance, euh, c'est que je me suis fait accompagner par une boutique M&A qui m'a beaucoup aidé, qui m'a présenté quelques fonds. Hum. Et la chance, c'est plutôt que j'ai eu un fonds euh, qui avait l'esprit bon père de famille. L'argent est important, mais on te laisse l'autonomie. C'est toi le patron de la boîte. On te remplace pas. Et remplace pas, ça veut dire au niveau des reporting qu'il y avait à faire, c'était assez light. Au niveau de la fréquence de discussion, fréquence de discussion formelle, c'était une fois par trimestre. Après, on s'appelait toutes les semaines dans les faits. Et ils m'ont quasiment mis aucune obligation de, de formalisme sur les grosses décisions. Je devais leur en parler, mais ils n'avaient pas de droit de veto, en fait, grosso modo. Voilà. Enfin, il y avait un ou deux cas, mais c'était vraiment des cas très très forts, en fait. Si par exemple, je voulais changer d'activité, genre me mettre à faire des restaurants, bien Hum. sûr qu'ils n'avaient pas de droit de veto. Mais en dehors de ça, ils n'en avaient quasiment pas. Et Eric Neplanche, le fondateur du fonds, j'ai eu de la chance, comme il est du sud de la France, qu'il soit à mon board. Et lui, Eric, il a une telle vision stratégique des boîtes financières, il côtoie que des dirigeants, bah, il m'a apporté plein de super conseils. C'était pas du lean, c'était plutôt de la stratégie, mais c'était génial en fait. Voilà. Donc du coup, le choix du fond euh, a été dans mon cas assez facile quoi en fait. Même si tous les fonds étaient bien, j'ai pas eu de mauvaises rencontres avec des gens qui étaient purement financiers. J'ai fait une visio avec un fonds qui m'a beaucoup challengé et qui remettait un peu en cause notre façon de travailler. Mais en dehors de, un peu trop lourd. Mais en dehors de celui-là, tous les autres étaient sympathiques, ils avaient envie de faire. Mais eux, Capital Croissance, là, Eric sortait vraiment du lot, en fait. Comment les équipes elles ont vécu cette levée de fonds et les changements imposés en fait par un changement de d'actionnariat, enfin de composition de l'actionnariat? Les équipes, il y a eu deux niveaux. Il y a eu le CODIR qui l'a su dans un premier temps, puisqu'on a fait un man pack, donc on les a associés au capital. Et Hum. eux et les équipes, la première truc, c'est JBAB va pas bien. C'est pour ça qu'il faut lever de l'argent. Alors que les fonds d'investissement comme Capital Croissance ne financent que les entreprises qui sont plutôt en croissance et qui réussissent et qui gagnent de l'argent en fait. Donc non, premier point c'était de les rassurer. Avec le CODIR ça a été assez facile, avec les équipes ça a dû prendre plus de pédagogie. Le deuxième point que les équipes avaient c'était qu'est-ce que ça va changer pour nous. Et en fait comme au quotidien ils nous ont laissé faire, bah en fait ça a presque rien changé. Voilà. L'équipe que ça a plus perturbé c'est l'équipe finance où on a professionnalisé les reporting financiers. Voilà. Et donc les équipes, en dehors du premier trimestre où vous avez un peu de crainte, après il y avait plus de questions et quand ils voyaient Eric et Guy Hubert dans les bureaux, ils disaient bonjour, et il n'y avait pas de souci quoi en fait. Voilà. Et nous pour l'annoncer,
on a réuni, pardon, et nous pour l'annoncer, on a réuni toute l'entreprise, et c'était pendant le Covid, hein. Mmh. Donc on n'avait pas encore le droit d'organiser des repas avec traiteur. Donc on a réuni tout le monde sur le parking, avec de l'espace, et on avait loué une petite scène avec un petit micro, avec une enceinte, pour parler, parce que les gens, du coup, ils étaient tous éloignés les uns des autres. Et puis, on a fait une session, on leur a annoncé, et dans l'après-midi, on a fait pendant la semaine, on a fait des sessions de questions-réponses, et à J plus 60 ou 90, je me souviens plus, on a fait pareil, une session de questions-réponses, en fait, pour être sûr, pour faire un peu de SAV. Et comme il n'y avait pas eu de changement pour eux, ils étaient rassurés, quoi, globalement. J'espère qu'il faisait pas trop froid ce jour-là. C'était au mois de mai, donc au mois de Bon, mai à Montpellier, ça allait. ça va. Derrière, est-ce que le fonds vous a imposé de vous structurer sur des process, même si on est lean, que tu connaissais pas et que tu n'avais pas forcément identifié, que ce soit pour la finance, les ventes ou la gestion des opérations? Gestion des opérations, pas vraiment, mais tu as raison, sur les ventes et les finances, ils nous ont dit tous les mois, Jonathan, ce que nous on souhaite, tu vas nous le présenter une fois par trimestre, mais tous les mois, tu fais un snapshot du mois. Donc, quels sont le nombre de ventes, quels sont les clients qui sont partis, combien de signatures tu as fait, combien c'est montant de signatures, c'est quoi le pipe, etc. Nous, on le faisait déjà, mais on le présentait à l'équipe. Là, et à l'équipe, c'était pas forcément toujours chiffré. Là, ils voulaient vraiment en chiffres, en kilos euros, en fait, et en nombre de signatures, en fait, tous les mois, ça. Et on le présentait une fois par trimestre, en fait. Voilà. Donc ça a été le plus gros changement. Au final, quasiment l'ensemble des changements, ça a été positif. Et c'est pas le relevé de compteur qui est positif. Hum. C'était la discussion qu'il y avait avec eux, en fait. Pourquoi on l'a pas gagné? Pourquoi on l'a perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui a été intéressant. Et on le faisait déjà en interne. Mais de le faire avec un partner qui est associé et qui est externe, ça donnait un autre point de vue, en fait. Et comme en plus Capital Croissance a quelques participations dans les sites e-commerce, avec qui on travaille pas, eux, ils donnaient un autre point de vue de, moi, quand je suis au bord de telle société d'e-commerce, voici ce qu'ils disent de leur agence, voici comment ils pensent. Donc c'était intéressant d'avoir ce ping-pong, en fait, avec d'autres gens partie prenante, mais pas internes, en fait. Voilà. Euh, Ça me faisait penser à une question que j'ai oubliée, mais c'est pas grave, elle va revenir. Ça arrive souvent, c'est le propre des interviews. Euh, Entre le moment où tu as pris la décision de lever et le moment où ça a été finalisé, il y a eu combien de temps? On va dire que quand je me suis vraiment mis au sujet, c'était en novembre-décembre. Et D'accord. et le jour à la banque, c'était en mai. Donc sur 6 mois, c'est Donc ça a pris relativement. un petit 6 mois, ouais, voilà. 6 mois, c'est un process Voilà. rapide. C'est ça. Les En conditions sachant que quand Covid, même, les pardon, conditions du vas-y. Covid à l'époque favorisaient ou étaient plutôt en ta défaveur? En 2 points, était en notre défaveur parce qu'on avait quand même sur le bilan 3 mois très mauvais, Hum. puisque le premier confinement, le digital a pris cher, hein. Dans le mauvais sens, surtout pour nous, parce que les clients n'arrivaient plus à livrer parce qu'il y avait des problèmes de livraison, hein, en premier, c'est au Covid, si on se souvient, Hum. et d'autres ont explosé, trop de chiffre d'affaires, trop de commandes. Donc, on coupe le budget publicitaire, hein. Je vais pas aller Hum. chercher des commandes, j'arrive déjà pas à livrer mes clients normaux. Donc, nous, on a eu une perte d'activité de 50% pendant 3 mois. Et là, il y a eu des heures de client par client pour expliquer est-ce que c'était normal, est-ce que ça allait remonter ou pas. Parce qu'en fait, sur l'année, nous, ça a pris des mois à remonter. Certains clients, à la fin du Covid, ont repris tout de suite, mais certains Hum. ont mis des mois avant de se rétablir. Et puis certains ne s'en sont jamais vraiment rétablis d'ailleurs. Donc, du coup, comment on calcule ce manque à gagner, comment on le justifie? À l'époque, notre plus gros client, c'était MSC Croisière. Donc eux, ça avait même commencé quelques mois avant, en fait, hein. Ouais. À partir de janvier, vous avez commencé à avoir des problèmes, enfin février même. Donc bref, donc du coup, c'était ça. Par contre, ce qui nous aidait, c'était que le potentiel futur était génial. Parce qu'ils voyaient les chiffres de croissance des e-commerçants au global qui étaient à 2 chiffres et plutôt au-dessus de 20%. Donc ils disaient, JB Web, du coup, vous êtes plutôt dans un creux et ça va repartir de façon énorme. Et eux, ils jugent le passé, mais ils jugent aussi le potentiel. Donc voilà, donc ça nous a fait des discussions un peu parfois compliquées sur le passé. Et par contre, sur le potentiel, voilà, tout le monde était d'accord qu'il y avait 2 ou 3 bonnes années qui allaient s'annoncer devant nous. Là, C'était plutôt justement, tu as deux. dit un truc qui était intéressant sur MSC Croisière, qui était votre plus gros client. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de gestion des risques clients et de l'opérationnel du client?
pour ne pas être dans de la dépendance ou pour être moins, on va dire, euh, moins risqué par rapport au business qu'un client peut du jour au lendemain avoir de casser. En fait, chez nous, le plus gros client pèse 5%. D'accord. Donc, on n'a pas ça. Mais par contre, on a la gestion du risque de la satisfaction client. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? Les 40 plus gros clients, c'est mon directeur général, Émeric, qui parle au moins une fois par trimestre avec eux, mais de direction à direction. Hum, Parce que des fois, au quotidien, on est content. Et puis, il y a un directeur qui change, il y a un changement de vent, ou alors l'opérationnel chez client raconte pas les bonnes choses à son directeur, parce qu'il a lui-même veut pas se faire engueuler, ou lui-même a envie de briller. Voilà. Et donc, du coup, on gère comme ça pour être sûr qu'en fait, le sens du vent soit toujours le même chez nous et chez eux. Et tu sais quoi? Une fois sur deux, c'est pas le cas. Là, on a un problème, enfin, on est en train de le régler sur un de nos gros clients qui un jour m'appelle moi, appelle pas Emeric, mais m'appelle moi. Ok, je sais pas pourquoi. Et il me dit, Jonathan, faut qu'on se parle là parce que nous, on va faire 10 millions de moins de chiffre d'affaires que prévu là sur semestre S1. Donc c'est maintenant, hein, S1 24. Et en plus, on est moins rentable. Et a priori, ça vient de vos Google Ads. Bon, ok, très bien, moi je connais pas forcément le sujet. Bon, les équipes opérationnelles avec Emeric et tout bossent. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'équipe avait mal compris une consigne, leur équipe avait mal compris une consigne de cette direction, et que du coup, ils nous avaient demandé de passer de 4 de ROI à 3 de ROI. Donc forcément, ça a fortement dégradé la rentabilité en fait. Et que là où on allait chercher du chiffre d'affaires, c'est les catégories qui ne voulaient pas pousser en fait. Donc c'est là, sur les 10 millions qui manquaient dans le cœur business. Voilà, bah, ça en fait, c'était interne à eux. Voilà, donc là, normalement, c'était plutôt à nous de faire cet appel pour le détecter. Là, on l'avait pas, enfin là, l'appel n'avait pas encore eu lieu, donc c'est le directeur qui nous a appelé en fait. Et cette situation, c'est ce qu'on veut éviter, parce que là, ce qui est génial, c'est que le directeur général a pris la partie de nous appeler. Généralement, ce qui arrive, c'est qu'on saute en fait. Et ça, c'est notre gestion des risques en fait. Et donc c'est pour ça que nous, on a besoin de parler, notre direction a besoin de parler à la direction du client pour avoir un autre type de discours, même si les opérationnels, ça se passe bien au quotidien en fait. Dans ton métier, c'est quoi un bon taux d'attrition client? Si tu es en dessous des 10%, c'est un très bon taux. Et un très Nous, mauvais, c'est? bah, les très mauvais, c'est l'agence que je connais parce qu'on a eu le deal à racheter, c'était Ouais, 33%. d'accord. Donc 33%, au bout de 3 ans, il ne te reste plus beaucoup de clients. Ouais, on est d'accord. Voilà. Tu, Et tu nous as- tu nous, on est viens de à 11, dire, hein, par exemple. ouais. Tu viens de dire que tu avais un directeur général. Comment tu l'as recruté et depuis quand tu te fais accompagner de quelqu'un? En fait, Emeric est arrivé en 2008 chez JB Web. Hum, Il a été account manager, puis team leader, puis puis directeur de la production, puis directeur général. Donc en fait, c'est un pur produit JB Web. D'ailleurs, quasiment, à part la DAF et la RH, tous les autres, c'est que des purs produits web qu'on a fait monter en fait. Voilà. Et c'est aussi un des points du lean, c'est que le lean t'aide à repérer en fait ceux qui sont ceux qui ont envie, ceux qui jouent le jeu et ceux qui ont un super potentiel en fait. Voilà. Et c'était le cas d'Emeric, même si au début quand on est arrivé on faisait pas du lean, mais Tu as fait 2 acquisitions, tu en prévois d'autres ou ça sera quand tu auras un prochain fonds que tu vas continuer de grossir? non, on espère faire d'autres acquisitions, on en regarde, mais du coup, avec ce que j'ai appris dans la première, on est plus sélectif dans la deuxième en fait, notamment sur l'international en fait. Voilà. Et les build-up que nous a été proposés, c'est beaucoup de build-up de gens de 10 personnes, un peu Ouais. partout en France. Et dans nos métiers, c'est bien d'avoir une présence un peu partout, hein, à Marseille, Rouen, Lille, etc. Mais à chaque fois, tu as qu'une équipe de 10 personnes. C'est dur à maintenir un esprit d'équipe, de fonctionnement, etc. Donc, on préférait soit faire des acquisitions sur Paris, et souvent là, c'est des gens qui sont déjà de notre taille, donc assez conséquentes, et qui n'ont pas forcément envie de se marier avec quelqu'un comme nous. Et puis là, c'est plus un mariage d'égal à égal que vraiment une acquisition. Hein. Et d'un autre côté, à l'étranger, ce qu'on a eu aussi, c'est beaucoup d'agences de 15 ou 20 personnes. On a décidé de faire au moins, là par contre, de faire des grosses acquisitions. Et on veut des agences qui ont déjà un vrai process RH financier qui soit en autonomie. Voilà. Après, c'est auquel on va aider à nouveau. Enfin, on va Mmh. aider et changer.
Et ces pièces-là, on en a eu 3 où on a été jusqu'au LOI et on n'a pas été sélectionné, on n'a pas été le mieux disant en termes d'argent en fait. C'est Parce souvent que le facteur prix qui est problématique quand tu discutes, ou c'est des visions stratégiques qui peuvent ne pas correspondre. c'est le match humain avant tout. Parce qu'en fait, les 3 LOI, effectivement, côté vendeur, c'est le prix, hein, souvent c'est le critère numéro un. Par contre, côté acheteur, moi, c'était est-ce que je me sentais bien à l'aise avec les dirigeants qui étaient en face, parce que c'était être mes associés, parce que souvent il y avait un échange d'actions dans tous Hum. les deals qu'on a proposés. Et est-ce qu'ils sont compatibles nous avec le lean entre guillemets? Est-ce qu'on a la même vision de satisfaire les clients? Est-ce qu'on a la même vision de respect des gens? On est dans le service, très jeune en moyenne d'âge. J'ai rencontré des dirigeants qui prennent un peu leurs gars pour, leurs salariés pour la chair à canon, c'est un peu fort, mais pas très loin, quoi. Je m'en fous qu'il y ait un turnover très fort. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils facturent énormément, ils finissent à 23 heures tous les soirs. Quand ils partiront, je les remplacerai par un autre. Bah, ça, je l'ai eu, sur les dirigeants Hum. étrangers. C'est pas ma façon de voir le business, en fait. Et, euh, et du coup, ça, je peux pas me marier avec quelqu'un comme ça. Alors, ils le disent pas au premier rendez-vous, hein. Ils le disent quand t'as la deuxième ou troisième visio. Nous, on a des gens qui viennent, qui sont venus, ouais, je me suis déplacé. Et, euh, et en fait, c'est on se rend compte sur place que tu poses des questions, tu les amènes à te dire ça. Parce que généralement, on va aussi dîner ensemble, on passe une soirée dans un bar. Ouais, parce on sait qu'on va être associés. Et les deux côtés ont envie de faire ça. Et c'est là où tu fais, bah non, je me reconnais pas dans ton ADN. Alors, bien sûr, comme c'est du, comme c'est du deal, il faut pas le laisser paraître. Tu peux un peu dire que toi, tu as une vision différente, mais tu ne laisses pas paraître que ça te plaît pas, parce que tu veux que la personne te raconte vraiment ce qu'elle pense, et pas qu'elle soit qu'en mode vente, en fait. Et après, tu dis juste, ah bah mon fond, au final, souhaite pas faire d'offre, ou alors on a fait une offre très basse, on savait qu'on n'allait pas être sélectionné, et ça nous a sorti du guêpier. Mais voilà, le fond, au final, décide que, je sais pas, la Belgique, je dis n'importe quoi, on n'a pas eu de deal en Belgique, mais la Belgique, c'est plus notre target, et on part sur l'Espagne. Voilà, pour garder une bonne mémoire. Et c'est aussi pas parce que pour critiquer la personne, hein, parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, mais qui sont peut-être mieux quand même. C'était pas une question de valeur, c'est une Hum. question de, il faut que ça Ça matche en fit. fait. Il faut que ça fit, ouais. Justement, quand tu t'es fait accompagner du fond, toi, de ton regard de béotien, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu choqué, on va dire positivement, dans leur façon d'analyser et auxquelles tu n'aurais pas pensé? Ouais. Euh, Eux, comme ils connaissent pas, enfin, ils connaissaient plus mon business parce qu'ils avaient déjà fait mon acquisition. Eux, la deuxième question ou troisième question qu'ils posent, c'est envoie-moi ton fichier de tous tes clients, mois par mois, sur les 5 dernières années. Et là, ils en font des courbes dans tous les sens pour voir l'attrition, la progression, est-ce que le panier moyen par client qui reste augmente, au bout de combien d'années il churn, etc. Et moi, je n'avais pas du tout, je l'avais même pas fait pour JWeb. Ah oui, moi, ce qu'il faut savoir, quand on est allé voir les 5 fonds, j'y suis allé les mains dans les poches. Capital Croissance, c'est le premier fonds que j'ai rencontré un peu par hasard. Enfin, il y a eu une espèce de coïncidence de rendez-vous. J'avais même pas de pitch, j'avais pas de slide, j'avais pas de VDD financière, j'avais rien en fait. Et mes 5 rendez-vous, enfin mes 5 fonds, je les ai gérés comme ça. Donc j'ai pas fait de méga PowerPoint de 200 slides comme je reçois des agences qui sont à vendre. Donc du coup, cette analyse, je l'avais pas faite en amont. Capital Croissance l'a fait dans ses due deals, mais ils l'ont fait sans me le dire. Vous savez, parce que du coup, les due deals, ils font leur analyse, mais ils disent pas les résultats. Et du coup, quand j'ai eu ça, je fais, what the... qu'est-ce que vous faites là? On voit que leurs clients ont l'air satisfaits. C'est bon, ça me va. Elle me dit, mais non, Jonathan, t'es ouf. Regarde, là, chaque année, il perd 3 de son top 5. C'est qu'il y a un truc, en fait. Ah ouais. Donc ça, c'était génial. Enfin, j'ai appris. Et la deuxième question qu'il posait tout le temps et sur lesquelles il creusait, c'est pourquoi vous vendez? Et en fonction de ce qu'ils répondaient, ils allaient encore plus loin et ils avaient leur petite méthode pour aller faire cracher la Valda, si je puis dire, pour savoir vraiment pourquoi ils vendaient. Généralement, ils vendent parce que, oh, bah, je veux juste me dérisquer. Non, 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 non. Pourquoi tu vends? Mais généralement, c'est pas que ça, il y a un autre truc. Parce que dans le cas des build-up avec quand tu fais rentrer un fonds, moi je reste aux manettes. Là, certains vendeurs, bah, ils vendaient 80 ou 90% de leur capital. Donc ils restent plus vraiment aux manettes. Donc souvent, c'est qu'il y avait autre chose que de se dérisquer. Voilà. Donc, c'était, ouais, c'est les deux trucs que j'ai appris avec eux, c'est focus client, exploitant tout. Là, par exemple, dans la question qu'on a fait chez Auxerre,
ils ont appelé 14 des 15 plus gros clients. Et ils ont dit, on veut un feedback de tout, enfin des 15. Alors on n'a pas eu les 15 du coup, mais de 14. Et sur les 14, comme il y en avait 13 qui étaient excellents, ils ont dit, OK, on peut faire l'acquisition. Voilà. Intéressant. Donc, et le dernier point que j'ai appris, excuse-moi, hein, mais t'as vu, je peux parler sans fin, Ah, mais c'est pour, c'est on est là pour ça. qu'ils n'hésitent pas à investir de l'argent pour analyser. C'est-à-dire que pour appeler les clients, ça nous a coûté, je crois, un ticket autour de 10 000 euros pour appeler ces 15 clients. Parce que ça prend du temps, il faut appeler beaucoup de fois, il faut analyser, etc. Ils n'hésitent pas à payer. Parce qu'en fait, ils préfèrent payer un upfront élevé. Je sais pas, nous, on a dû investir plus de 100 000 euros sur la due deal, sur les analyses, que de se planter parce que c'était plusieurs millions l'acquisition. Voilà. Et ça, c'est un truc parce que moi, j'étais plutôt en mode non, mais on paye tout, non, mais c'est bon, pourquoi vous. C'est quoi tout cet argent que vous partez, en fait, que vous dépensez ben, pour eux, c'est normal, en fait. Si on se trompe, c'est plusieurs millions qui sont en jeu. Et c'est aussi ton temps, Jonathan. Si l'acquisition se fait et qu'après ça merde, toi, ça va te prendre du temps à récupérer et tu pourras plus développer, aider à développer JVweb, aider ton équipe à le développer. Donc, c'est coup double, en fait. Et là, je vais, ah purée, je n'avais pas du tout imaginé ça, en fait. Super intéressant comme approche. Dans ta vie de dirigeant, bon, on a compris que tu avais été dirigeant dès la sortie d'école, mais du coup, est-ce que tu as eu des mentors, des coachs qui t'ont accompagné et qui t'ont permis de faire grossir JVweb? Oui, en 2009-10, j'avais pris un coach, Jacques. Et Jacques nous a aidé à passer un cap, en fait. C'est là où on était, je sais pas, une douzaine, quinzaine de personnes. Mais Jacques nous a accompagnés pendant 6 mois à peu près. Et après, on a vu que euh, bah, les méthodes qu'il proposait et nous, ce qu'on voulait faire, ça correspondait plus forcément. Donc voilà. Et après, c'était Régis surtout qui m'a coaché et qui me coach toujours. Et après, un troisième point, c'est pas un coach en personne, mais c'est des clubs d'entreprise. Donc, Mmh. croissance plus. Donc, c'est des entreprises qui sont plutôt en croissance supérieure à 10% par an. Et plutôt des entreprises entre 50 et 500 personnes à peu près. Euh, Bah, du coup, on a les mêmes problématiques de type de RH, de structuration, de développement, de sales. Et même s'il y a dans tous les secteurs, il y a beaucoup de B2B, quand même dans la sauce. Bah, c'était super intéressant de discuter, de voir les points de vue. Voilà. Ça, et aussi le G20 des jeunes entrepreneurs. J'y ai participé plusieurs fois. Je suis en Australie, en Turquie, en Chine. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai lancé la Chine. Parce qu'en Mmh. étant là-bas, Google était dans la même tour qu'EY. Donc j'ai rencontré Google. Google m'a dit, mais viens en Chine parce que tu fais toute l'Europe, tu parles toutes les langues européennes. Et nous, on a besoin de sites qui exportent, enfin de gens qui parlent toutes les langues européennes. Bref, donc, et ces clubs-là, ce qui était génial, c'est que bah, après, je suis resté en contact avec certains. Ils font des événements régulièrement sur Paris. Et en fait, c'était des échanges de bonnes pratiques. Ça marche chez moi. Voilà. Et même si on ne discutait pas de lean, parce qu'ils font pas du lean, Mmh. c'était génial. Et ce network, pour moi, si on veut réussir dans le développement de son business, c'est quasiment obligatoire en fait, parce qu'on s'échange tellement de conseils. On s'échange aussi des clients d'ailleurs, mais c'est tellement de conseils que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se sentir beaucoup moins seul en fait. Comment tu le travailles du coup au quotidien, ce network? Tu continues de participer à d'autres groupes? Tu interviens toi? Alors maintenant, du coup, nous, comme on fait beaucoup de Lean, il y a l'Institut Lean France, sur lequel, une fois par an, généralement, je fais une intervention. Ils font des webinars ou des visios de groupe régulièrement. Ils font des ateliers à Paris. Et aussi, en tant que dirigeant Lean, on fait des visites. Comme on fait sur le terrain de nos propres entreprises, on va une journée chez l'un, chez l'autre. Donc là, mardi, par exemple, je vais chez les cheminées Focus. Pour ceux qui connaissent, c'est des cheminées de design en fait que vous mettez chez vous, souvent en feu de bois ou au gaz. Il y a 3 mois, je suis allé faire une journée chez RSM Méditerranée à Montpellier. Et il y a 6 mois en arrière, j'étais chez Chopard à Genève. Un D'accord. atelier de fabrication où ils couillent de l'or. Donc j'ai eu un petit un Oscar, enfin un Oscar, ce qui est à Cannes, pardon. J'avais une palme du festival en fait dans la main parce que c'est eux qui la font. Et ils nous ont expliqué et ils expliquent comment ils font de la qualité, comment ils réduisent les délais et comment ils augmentent le confort des collaborateurs. Et vous allez dire entre une usine et enfin une usine, c'est des artisans, hein, mais quand même un process plutôt artisanal et plutôt manuel, comment bah en fait ça a vachement de rapport avec ce que nous on fait en fait. Voilà. Dans les approches, etc. Donc c'est ce club là
qui me permet en fait de continuer à apprendre et à se développer, et je continue à aller aux événements du G20 et parfois de Croissance Plus quand je suis sur Paris. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite dans ta carrière? Tiens, c'est une bonne question ça. Alors, la plus la plus grosse erreur, c'est avant 2016. C'est quand on se plantait, c'est pas grave, on tournait la page, on passait à la suite. Et en fait, c'était pas de se poser la question. Moi, quand les gens viennent me dire qu'ils ont les boules, parce qu'il s'est passé une mauvaise chose, je leur dis, qu'est-ce que tu as appris? Donc, ma plus grosse erreur, c'était de pas se poser cette question, en fait. Tant pis, on s'est planté, mais qu'est-ce que tu as appris pour pas que ça revienne la fois d'après, en fait? Et ça, franchement, si on fait ça, bah, l'erreur fait moins mal, en fait. Si on se dit, qu'est-ce que j'ai appris? Parce qu'en fait, généralement, on apprend toujours des trucs, en fait. Et on sait que ça va nous servir, du coup, ça nous fait un petit peu moins mal. T'as eu des moments de doute? Waouh, plein. 2011, c'était notre seule année où on n'a pas été rentable. Donc là où justement on était une grosse dizaine de personnes, commence à mettre des Pourquoi? process, ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je continue pas? Internet, ça va peut-être s'arrêter, je sais pas trop. Hein. Pourquoi t'avais Ensuite, en pas été rentable? 2016, on avait perdu notre plus gros client à l'époque. D'accord. Et comme j'avais aucun reporting, aucun suivi à l'époque, hein, c'était freestyle, hein, même la facturation était freestyle. Je pense que notamment il y a des clients qu'on facturait pas. Tout est artisanal en fait, mais pas artisanal dans le bon sens du terme, artisanal dans le sens on s'en fout. Euh, Après en 2016, hein, oh, Jonathan, t'es peut-être pas fait pour ça, tu dors très mal la nuit, t'arrives pas à t'endormir, tu viens trop stressé au bureau, t'es agressif du coup, enfin du coup tu te transformes en personne agressive, en sachant que là à ce moment on gagnait de l'argent. Hein. Je me dis bah peut-être qu'il faut passer à autre chose et que il faut avoir un truc plus cool. Reviens seulement à 3-4 personnes, tu gagneras moins ta vie, mais c'est pas grave en fait. L'argent, ça fait pas tout. Donc à ce moment-là, c'était mes deux plus gros zones de doute. Voilà. Quel est le plus gros impact de ces 20 ans d'entrepreneuriat sur ta vie perso? C'est que j'ai eu mon fils Axel seulement il y a 3 ans. D'accord. Donc j'ai 42, donc j'avais 39, enfin entre 39 et 40 à l'époque. Et alors je suis un homme, donc j'avais moins l'horloge biologique, bien sûr, mais je pense que si j'aurais pas été moins à fond toutes ces années, puisque bah, il y a des semaines où j'ai fait, il y a de nombreuses semaines où j'ai fait plus de 50 heures, peut-être que je me serais posé un peu la question de se dire, ce serait peut-être bien d'avoir un enfant, voilà, parce que je suis avec la même personne depuis 19 ans, donc c'était pas un problème de rencontre ou d'être avec la Ouais. même personne, mais ouais, ça a été l'impact le plus important. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as mis quoi en termes d'hygiène personnelle pour te laisser du temps et pour pouvoir profiter, et notamment de ton fils? Ouais, bah en fait, deux trucs qui marchent assez bien. Euh, Grâce aux lignes, souvent moins de problèmes, plus zen. Donc je me suis dit, j'arrête de regarder mes emails le week-end, donc du vendredi 20h au lundi 8h à peu près. Je regarde pas mes emails. Bien sûr, on peut m'envoyer un texto, un WhatsApp, hein, je vais répondre, mais Bon. je regarde pas mes emails. Et le deuxième truc, j'ai mis ensemble dans mon iPhone, dans le même répertoire d'iPhone, en fait, toutes mes applications Gmail, Pro, etc., 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 en fait, dans le même répertoire. Et en fait, quand je pars en vacances, je change ce répertoire et je le mets sur la dernière page de mon iPhone. Donc, du coup, je vois plus mes applications business, à part WhatsApp, Mmh. sur ma homepage d'iPhone, en fait. Vous voyez, tout est là dans productivité. Et voilà. Et, et du coup, et plus, je coupe les notifications. Ce qui fait que du coup, si on m'appelle pas ou si on m'envoie pas un WhatsApp, je regarde pas ce qui se passe. Et grâce aux lignes, je sais qu'il y a la chaîne d'aide, je sais qu'ils sont autonomes, je sais qu'ils savent se sortir de la plupart des situations. Et aussi, bien sûr, je pars pas en vacances en même temps qu'Emeric ou Nicolas. Mmh. Voilà, on n'est pas, voilà. Et du coup, je sais qu'en fait, la situation est sous contrôle et que s'il y a un problème, ils vont me WhatsApp et ils vont m'appeler. Et donc, j'ai pas besoin d'y aller. Parfois, j'ai la curiosité et j'ai envie d'y aller et je me retiens parce qu'en fait, si pour peu qu'il y ait une mauvaise nouvelle, bah, ça te mine le moral pendant 2 heures ou ça te mine le moral pendant la journée
Et je veux pas parce que, en fait, je veux profiter de mes vacances. Et ce qui est génial, et, euh, et c'est Tiffany qui m'a fait remarquer ça. Tiffany, c'est notre RH, ça fait 7 ans qu'elle est chez JVWeb. Elle me dit, Jonathan, chaque été, tu rentres de vacances et tu viens avec une super idée. Et c'est elle qui m'a fait. Pourtant, je bosse pas, je regarde pas mes trucs. Mais en fait, malgré tout, JVWeb, j'y pense. Tu t'es attiré quand même. Et en fait, le fait de se promener, t'es en vacances, t'es chill, t'y penses un peu, t'y réfléchis, t'imagines des trucs. Le seul truc que je m'autorise, c'est de le noter sur mon bloc-notes d'iPhone, en fait. Et je le présente à Tiffany, je dis, putain, mais c'est une trop bonne idée. Et on va dire 2 fois sur 3, on l'a fait cette idée, en fait. Tu prends des vacances tous les combien? En principe, je prends 3 semaines l'été, d'un coup, souvent en août. Ensuite, je prends 1 semaine à 2 semaines à Noël, 1 semaine en février, et après, on va dire, j'ai 1 à 2 semaines flottantes, en fait, en mars-avril ou en octobre-novembre, mais là, c'est pas obligatoire. Donc, j'en prends pas mal, en fait. Et comment dire? Tu as tendance à prendre plus de vacances ou tendance à prendre moins de vacances qu'avant? Ah non, plus, depuis le ligne, plus. Parce Ouais. que justement, je peux partir en étant sécurisé. Avant, je partais pas sécurisé, en fait. Voilà. Et aussi, comme je suis plus efficace moi-même, et que je prends les meilleures décisions, bah, j'ai besoin de moins de temps. Voilà. Alors, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des périodes de rush. En ce moment, il y a des périodes de rush, puisqu'on fête les 20 ans dans 2 semaines. On Hum. accueille 300 personnes. Ah, forcément, il y a des trucs qui tombent, des trucs. On n'est pas une agence événementielle, donc il y a des trucs qu'on a oubliés, etc. Mais, mais je sais que je peux partir tranquille. Tu vois, là, cet été, je pars 1 semaine en juillet, 3 semaines en août. Je suis pas du tout stressé de ce truc. Où est-ce que tu vois JVWeb dans 5 ans? Bah, je pense qu'on aura doublé de taille et peut-être un peu plus. Et je pense qu'on aura des bureaux dans au moins 2 pays européens supplémentaires et qu'on aura encore consolidé notre place du top 5 français, quoi. Comment tu fais aussi, toi, de ton côté, pour rester le bon dirigeant pour être encore à la tête de JVWeb dans 5 ans? Aller sur le terrain pour se rendre compte de c'est quoi les difficultés du quotidien pour que quand toi tu prends une décision tout en haut qui va s'appliquer à beaucoup de monde, bah tu sois bien orienté. Parce que ça je peux te dire que c'est vraiment la boulette, une des premières boulettes pour le dirigeant. Le deuxième, c'est que je suis quelqu'un de plutôt de prudent. Et ce qui est bien dans nos métiers, c'est qu'on n'a pas beaucoup de capex. Donc du coup, voilà. Et enfin là, je réponds un peu à cause de ta question, mais c'est plutôt JWeb que moi. Hum. Et me concernant, c'est de continuer à être en contact avec d'autres dirigeants, de tous les âges en fait. Tu vois, quelqu'un avec qui je discute souvent, il a 65 ans, il a fait 23 acquisitions. Maintenant, il a tout revendu, hein, mais il avait jusqu'à 23. Et donc, il file encore plein de conseils. Et à l'inverse, je parle avec aussi des gens qui viennent de se lancer, qui n'ont pas levé d'argent, qui sont 3 ou 4 personnes. Et du coup, ça influe parce qu'il y a des bonnes idées partout à prendre, en fait. Est-ce Donc, qu'il y a une c'est ça, question, je pense, qui me fait rester un bon dirigeant. est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre? Euh, oui. Euh, comment satisfaire ses équipes où on parle beaucoup d'happiness ou d'être heureux au travail. Et en fait, pour moi, la première raison d'être heureux au travail, c'est que les gens savent ce qu'ils doivent faire et qu'ils savent s'évaluer. Est-ce que je suis OK ou pas OK, en fait. Euh, Moi, au début, quand on a commencé le lean, on allait voir les gens, on disait comment tu sais que tu as réussi ta journée? 9 personnes sur 10 savaient pas répondre à la question. Et quand on me répondait, parfois, c'était je me suis pas fait engueuler par un client. OK. Et donc, en fait, si les gens savent s'évaluer, s'ils sont en autonomie pour progresser, bah, c'est ce qui vont les rendre. Je sais pas si le mot heureux est peut-être un peu fort, mais au moins, en tout cas, ça va les satisfaire d'être au travail. Et, euh, et pour moi, c'est la première raison pour laquelle JVUP peut réussir. C'est que les gens sont satisfaits d'être chez nous. Même si le turnover, il est de 3 ans et demi. C'est rapide encore dans nos métiers. C'est rapide, on croit, mais dans nos métiers, c'est plus long que la moyenne. Et c'est vraiment, vraiment le point important. Tu crées de l'alignement, en fait, pour tes équipes, de cette façon-là.
Ouais, c'est ça. Ils sont maîtres de leur destin, ils savent se positionner, ils sont autonomes. Et voilà. Et tu vas me dire, oui, c'est facile, tu es avec des cadres. Et la dernière fois, tu avais Alexis. Alexis fabrique des cookies. Donc oui, il a des cadres, mais il a aussi plein d'ouvriers. Hein, dont j'ai bien aimé, parce qu'il nous a dit, moi, je fais pas d'investissement à plus de 2 ans, en fait, de ROI. Bah, ouais, mais ça, c'est super. Mais Alexis, avec ses ouvriers, il peut faire du lean. Moi, je l'ai vu chez Chopard, je l'ai vu chez Toyota. C'est les ouvriers qui designent une partie de la chaîne de production. Pas tout, parce il y a aussi des savoir-faire un peu compliqués, mais c'est eux qui enchaînent. Et, euh, et là, j'ai visité une société que je crois que je peux citer, c'est la Brigade de Véro. Hein. La Brigade de Véro, ils fabriquent c'est comme Seasons, ils fabriquent des repas que tu reçois chez toi, tout fait. Hein. Ils ont fait quelques changements. Ah, je vais pas les détailler, mais ils ont fait baisser de 80% le turnover des intérimaires. 80%. Et ce changement s'est fait en 2 mois. Et là, l'impact, il a eu été immédiat, en fait. Voilà. Et c'est des changements qui a juste aidé les gens au quotidien à être mieux, en fait. Donc, souvent, on se dit, bah, les ouvriers, c'est pas grave, c'est des machines. Donc là, c'est de la cuisine, donc il y a quand même pas mal de machines. Mais en fait, il y a des humains derrière, en fait. Et du coup, si on prend le temps de régler leurs problèmes et de les aider à régler leurs problèmes, bah en fait, derrière, ils font exploser le business. Parce que du coup, Brigade de Véro, je peux pas te donner les chiffres du coup, mais en termes de business, ça a explosé. En termes de qualité, de satisfaction client, en termes de satisfaction intérieure, leur KPI, ils ont fait plus 30, plus 50% sur tous ceux que je viens de te citer, en fait. Et du coup, le nombre de commandes, parce que c'est un abonnement, bah, il a explosé puisque le churn a fortement baissé, en fait. Voilà. Et après, je peux pas trop en décaler. Donc, du coup, en fait, le fait d'aider les gens, ça marche dans tous les business et pas que dans les bacs plus 5 avec le service. C'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà. Ça marche aussi dans les chaînes de prod. Et du coup, de faire ça, c'est réduit le capex parce que du coup, les humains ont des meilleures idées que d'acheter une grosse machine, en fait. Je crois que c'est bien ce que on veut faire chez Scale to Sell, c'est aligner les humains avec leur mission pour que les entreprises se portent mieux. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour te joindre? Bah, soit via LinkedIn, Jonathan Vidor, soit vous pouvez m'envoyer un mail, c'est jonathan@jvweb.com. Super. En termes de conclusion, qui est-ce que tu me suggérerais d'inviter après toi? Bah, Romain, de la Brigade de Véro, Ouais. parce que on est passé d'une entreprise qui perdait de l'argent, qui avait levé des fonds, qui était dans une situation compliquée, à une entreprise qui en un an s'est retournée et s'est mis à gagner de l'argent, mais je te dis, en changeant l'écoute de leur équipe. Hein. C'est pas avec des machines, et c'est assez super dans l'industrie en fait. Eh ben, c'est super, je vais le contacter de ta part alors. Ça marche. Génial. Écoute, merci Jonathan pour ton temps. Et puis, bon anniversaire JV Web. Et Merci. à très bientôt. À bientôt. Bye bye.